Alors, rebonjour à tous et bienvenue à ce huitième webinaire qui est consacré en fait à la cartographie en ligne et plus centré sur Google Carto. Donc, c'est le huitième webinaire de la série de webinaires sur la compréhension de la collecte de données. Et donc, ce huitième numéro sera centré sur Google Carto. Donc, l'idée, c'est de vous montrer en fait l'utilisation de Google Carto et de vous montrer globalement un aperçu sur l'ensemble des outils de cartographie en ligne. Donc, on commencera par une introduction au webinaire et ensuite on verra en fait un aperçu sur quelques outils de cartographie en ligne. Donc, c'est pour vous donner en fait un aperçu de quelques outils qui peuvent être utilisés pour faire de la cartographie web et les spécificités de chaque outil. Et aussi, on parlera brièvement du web mapping en général. Et l'idée, c'est de comprendre les avantages, les inconvénients, ou tout au moins les points d'attention quand on veut faire de la cartographie sur le web. Et aussi, il y aura une partie consacrée à Google Carto. Donc, le webinaire, comme je l'ai dit, est vraiment centré sur Google Carto. Donc, l'idée, c'est de comprendre les différentes fonctionnalités, les différents types de cartes qu'on peut réaliser en utilisant cet outil-là. Et d'ailleurs, dans cette partie, on aura la présentation de trois cartes qui ont été réalisées sous Google Carto dans des contextes différents. Et donc, on aura la présentation de l'intervention de David et qui va montrer en fait un exemple concret de cartes qu'il a fait dans son organisation avec Google Carto. Et il y a aussi Jean-Paul qui interviendra sur ce webinaire. Et aussi, on aura Clara qui va intervenir en fait, pour vous expliquer, en fait, le programme de bénévolat au sein de K2NG. Donc, je vais commencer par me présenter. Je ne l'avais pas fait au début. Donc, moi, c'est Luc et je suis géomaticien et je travaille au sein du pôle SIG de K2NG. Donc, je travaille sur les projets de cartographie au sein de K2NG, donc pour les partenaires de K2NG et principalement pour Médecins sans frontières. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Paul qui est bénévole à K2NG qui co-anime cet atelier avec moi. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Jean-Paul, je suis bénévole à Carte ONG depuis assez longtemps, depuis 2015. C'était mon projet de retraite, en fait, de devenir bénévole à Carte ONG parce que je suis passionné de cartographie et en plus faire de la cartographie au service de causes humanitaires, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux pour occuper ma retraite. Voilà. O- Ok, merci Jean-Paul. Et on va commencer par l'introduction. Donc, je vais laisser la parole à Mev pour la partie intro. Merci Luc. Moi c'est Nef, je suis la responsable du projet dans lequel ce webinaire s'inscrit et je suis ravie de vous accueillir à ce dernier webinaire du cycle. Juste pour rappeler que c'est un webinaire qui se fait dans le cadre d'un support qu'on a de l'Agence française de développement, projet initiative qu'on a au niveau de Carte ONG depuis 4 ans sur le renforcement de la gestion des données des ONG francophones. Et on espère, après ces 4 dernières années, la renclencher sur 3 ans de support qui permettra normalement de réitérer des cycles de webinaires comme celui-ci. N'hésitez pas aussi pendant le webinaire à partager vos idées, suggestions, de choses qui pourraient vous être utiles pour la suite. C'est vraiment un webinaire qui clôture ce cycle qui était sur la collecte de données en montrant un petit peu toute la chaîne jusqu'à la visualisation des données sur une simple carte en ligne, ou en tout
cas une carte simple. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple à faire, mais on a essayé de rester sur des outils très, très accessibles, vu que l'idée, c'est que ce soit vraiment tourné vers les ONG locales et nationales, ce cycle de webinaires. Mais vous avez la possibilité de revisionner les présentations et également toutes les vidéos de tous les webinaires antérieurs sur la chaîne YouTube de CartONG, si jamais c'est que maintenant que vous vous raccrochez au cycle de webinaires. Et donc à noter que ce cycle et toutes les ressources associées s'inscrit aussi dans le cadre du portail de ressources de CartONG, donc l'IM portal, donc IM pour Information Management, gestion des données programme. Et dans ce portail où on partage un peu toute la veille de ressources d'intérêt sur ces sujets du secteur, il y a aussi un coin d'apprentissage dans lequel il y a énormément de boîtes à outils qu'on a développées depuis maintenant 3-4 ans, vraiment tournées vers les ONG. On espère que vous trouverez aussi votre bonheur dans ce coin d'apprentissage, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a, en lien avec les sujets d'aujourd'hui, il y a une boîte à outils justement sur les systèmes d'information géographique, il y a une boîte à outils sur OpenStreetMap, une boîte à outils aussi pour démarrer ses premiers pas en gestion de données programmes. Et on espère que tout ça, ça vous permet aussi de prendre en main les sujets par vous-même, à votre rythme, en complément de ces webinaires. Donc, je m'arrête là pour l'introduction et je repasse la main à Luc et Jean-Paul pour l'animation du webinaire. Ok, merci Mev. Donc, comme je le disais, il y a David qui va présenter en fait une carte et il y en a aussi Clara qui est chargée de volontariat et de partenariat au sein de KTNG qui présentera en fait le programme de volontariat au sein de KTNG. Avant de commencer notre présentation, je vous propose en fait de faire un petit tour. Donc, l'idée c'est si vous avez connaissance de quelques outils de cartographie en ligne et si en avez déjà utilisé et vous pouvez écrire directement dans le chat si vous avez quelques exemples en tête d'outils de cartographie en ligne. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Donc, vous pouvez directement écrire dans le chat, il y a pas de souci. On fait le relais. Donc, je vois que ça commence à arriver. Il y a quelqu'un qui a parlé notamment Vincent, qui a parlé de UMAP, de Google Carto. Quelqu'un a parlé de markats.ign. Il y a Joël qui nous parle de Google Maps, tout ça c'est très bien. Il y a Jean aussi qui dit qu'il utilise Gmap, Google Maps. Je vois aussi qu'il y a Alouche qui est contributeur OpenStreetMap au Gabon. Il utilise aussi UMAP. Il y a quelqu'un qui a parlé de Google Maps aussi. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent bien Google Maps et aussi OpenStreetMap aussi. Ok, quelqu'un a parlé de Power BI. euh, qui est pas forcément un outil qui est centré sur la carte, mais quand même vous avez un module qui permet de faire des cartes interactives, donc c'est très bien. Ok, on a Nicole qui dit qu'il est débutant dans le domaine, donc c'est très bien tout ce que vous avez cité comme exemple. Et j'ai vu en fait qu'il y a je vois qu'il y a, il y a pas mal de personnes qui ont parlé de OpenStreetMap, qui sont contributeurs de OpenStreetMap. Et oui, comme Mev l'a dit dans le chat, au-delà de questions, si vous avez des partages d'expérience, voilà, sur la cartographie en ligne, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Et bon, je vois, il n'y a plus de réponses qui arrivent. On peut peut-être continuer. Donc, comme vous l'avez bien cité, je pense que vous avez cité la plupart des outils qui sont disponible pour faire en tout cas de la cartographie en ligne avec des outils très simples. Donc ici, moi, je vais vous présenter quelques-uns qu'on a préparés. Donc on a UMAP. Donc UMAP qui est un outil qui est basé sur OpenStreetMap. Donc ça vous permet de faire de la cartographie en ligne, ça vous permet de faire des cartes simples.
Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de montrer, comme je l'avais dit au départ, un aperçu global des outils qui permettent de faire des cartes simples. Et comme Eve l'a bien précisé, des outils simples ne veut pas forcément dire que ces outils sont faciles à utiliser. En tout cas, l'idée, dans le principe, ce sont des outils qui sont faciles à utiliser, mais quand même, ça demande un point d'attention, voilà, peut-être un petit temps de prise en main de ces outils-là. Donc, UMAP, comme je l'ai dit, c'est basé sur OpenStreetMap et c'est une plateforme open source. Donc, ça vous permet de faire des cartes simples. Donc, vous pouvez intégrer facilement cette carte-là sur votre site web personnalisé. Et vous avez aussi UshID, qui est en fait un outil web qui est développé à l'origine au Kenya pour suivre ou tout au moins lutter contre les violences électorales. Donc, c'est un outil qui marche à travers c'est comme vous avez un formulaire et vous pouvez entrer des témoignages. Donc, l'idée, c'est de lutter contre ou tout du moins de suivre les violences post-électorales. Et après, vous avez Google Maps que la plupart d'entre vous avez cité. Donc, Google Maps a cet outil qui s'appelle Google My Maps. Donc, ça vous permet de créer des cartes faciles. Donc, en utilisant la plateforme de Google, vous pouvez créer facilement des cartes. Donc, vous pouvez ajouter des points sur une carte et puis exporter cette carte-là en divers formats, notamment en KML et KMZ. Et, et vous avez aussi Google Carto. Donc, comme je l'ai dit, le webinaire est centré sur Google Carto. Donc, c'est un outil aussi simple à prendre en main et c'est aussi open source. Donc, ça vous permet de faire beaucoup de choses, des choses très avancées d'ailleurs. Donc, en fonction de votre connaissance de l'outil, vous pouvez aller vraiment très loin dans Google Carto. Donc, le plus ici avec Google Carto, vous avez la possibilité de faire des choses très avancées par rapport aux autres outils que j'ai mentionnés plus tôt. Et l'idée ici, comme je l'ai dit, c'est de vous montrer des outils qui sont simples à utiliser. Donc, on fera pas vraiment ou on présentera pas forcément des outils web mapping avancés. Tout au moins, on en parlera comme en termes d'aperçu, mais on n'ira pas dans les détails dans ces outils-là. Donc, ce sont des outils qui vont être très avancés qui nécessitent la mise en place des configurations avancées, la connexion à des serveurs, tout ça. Donc, l'idée ici dans ce webinaire, c'est de rester sur des outils qui sont faciles à utiliser. Vous pouvez présenter des points sur une carte facilement en utilisant ces outils-là. Donc, en termes de généralité sur la cartographie web, donc la cartographie web, c'est, comme le nom l'indique, c'est la cartographie sur Internet, en ligne. Donc, l'idée, c'est de faire de la création de données, la visualisation, la manipulation de données en utilisant Internet. Donc, c'est l'utilisation des SIG avec le support Internet. Et donc, pour faire de la cartographie web, il y a un ensemble d'outils qui se sont développés, qui continuent de se développer. Donc, il y a plusieurs façons où il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils pour faire de la cartographie en ligne. Et l'avantage ici, ça vous permet de diffuser l'information à un plus grand public, donc un large public. Et vous avez aussi l'interactivité. Et ensuite, vous pouvez intégrer des données en temps réel dans une carte en ligne. Donc, c'est un avantage important. Et vous avez aussi la possibilité de visualiser ces cartes-là sur des supports différents. Donc, que ce soit sur un ordinateur, que ce soit sur un téléphone, voilà. Et aussi, vous avez un point important qui est la collaboration. Donc, la cartographie en ligne est vraiment très utile et très important. Et ça vous permet de faire, comment on dit, vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez collaborer avec des personnes même qui sont à distance parce que vous avez toute votre plateforme qui est en ligne, vous pouvez travailler avec la personne même en fonction de, quelle que soit la distance de, des personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, on voit que la cartographie en ligne a beaucoup d'avantages par rapport à une carte statique. Et par contre,
il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais quand même tirer votre attention. On va pas peut-être forcément parler en termes de limites, mais quand même, c'est des points à avoir en tête. Donc, l'utilisation de la cartographie en ligne, ça peut soulever quelques préoccupations, notamment en termes de confidentialité des données. Donc, en fonction de la plateforme que vous utilisez, il y a ce point-là auquel il faut faire attention. Donc, en fonction des données que vous voulez afficher sur votre carte, voilà. Donc, il y a ça à avoir en tête. Donc, vu que les données sont accessibles en ligne, donc il y a aussi des questions de sécurité. Et aussi, l'utilisation ou la mise en place de cartes en ligne, ça peut demander un certain nombre de coûts. Et en fonction, encore une fois, de l'outil que vous utilisez, voilà, ça peut impliquer des coûts supplémentaires. Et aussi, là, il faut avoir en tête qu'une carte en ligne a besoin d'être mise à jour régulièrement. Autrement, les données seront dépassées et voilà, ne reflèteront plus la réalité de votre carte. Et aussi, un gros souci aussi ou un gros point d'attention, c'est les connaissances techniques de l'utilisateur. Donc, celui qui veut créer la carte, quelles sont ses compétences techniques? Est-ce qu'il a les moyens techniques pour mettre en place cette carte-là? Et d'où l'importance aussi de cet atelier pour vous montrer que même si vous n'avez pas les compétences techniques qu'il faut, vous pouvez quand même créer facilement des cartes en ligne. Donc, vous montrer des points sur une carte en fonction de vos besoins, sans être forcément quelqu'un de très technique ou avoir les compétences techniques. Donc, comme je l'avais dit, en fait, le choix de l'outil pour faire la carte en ligne, vous devez d'abord penser à ou avoir en tête l'utilisation de la carte. Donc, est-ce que la carte va être utilisée dans quel contexte vous utilisez cette carte-là? Quelles sont vos compétences et quel temps vous avez pour prendre en main l'outil que vous avez décidé d'utiliser? Donc, si c'est des outils qui sont basiques, donc, vous savez que vous avez peut-être moins de temps à passer sur la prise en main de l'outil. Si vous voulez faire des cartes très avancées, vous utilisez des outils très avancés. Vous devez notamment penser peut-être à des coûts additionnels, notamment les coûts de serveur, votre compétence technique, ainsi de suite. Donc, dans ces catégories-là, on a deux types d'outils. Donc, on a les outils simples, donc qui permettent de faire des cartes basiques, qui permettent d'afficher des points sur une carte en fonction des différents attributs. Et donc, au nom de ces outils, on en a déjà parlé. On a UMAP, Vukato, on a Google My Maps. Et donc, en termes de compétences, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des connaissances préalables ou des compétences techniques avancées avant d'utiliser ces outils-là et de faire vos cartes. Et ensuite, on a la catégorie d'outils qu'on appelle ici des outils très avancés. Donc, vous avez l'ISMAP qui est une extension de QGIS qui vous permet de faire des cartes en ligne. Et par contre, pour utiliser cet outil-là, vous devez avoir des compétences techniques plus ou moins avancées afin de pouvoir mettre en place votre carte en ligne. Vous avez également la plateforme ArcGIS Online et la plateforme ArcGIS Portal qui vous permet aussi de faire des cartes en ligne, des cartes avancées. Par contre, encore une fois, vous avez besoin d'avoir un certain niveau de connaissance pour pouvoir l'utiliser. Et ces outils-là, comme je l'ai dit, permettent de faire des cartes avancées qui sont très centrées sur de la cartographie thématique et sont parfois utilisées ou la plupart du temps utilisées pour des cartographies de secteurs. Donc, en fonction des secteurs d'activité, vous aurez besoin d'avoir recours à ce type d'outils-là pour faire des cartes vraiment très spécifiques, des cartes très, très avancées. Et vous avez aussi la possibilité de connecter ces outils-là à des bases de données extérieures, à des bases de données distantes. Donc, c'est à peu près une vue globale que je souhaitais vous montrer en fait sur ces outils-là. Et bien entendu, vous pouvez personnaliser ces cartes. Vous pouvez davantage personnaliser ces cartes en ligne que vous faites avec ce type d'outils. Donc ici, je vous présente un tableau récapitulatif
qui vous montre les différentes fonctionnalités, donc les différents avantages des outils. En fonction de tel ou tel outil, vous avez des avantages. Donc, si on prend UMAP, donc c'est une plateforme open source, elle est gratuite et vous avez la possibilité d'accéder à différents fonds de cartes quand vous l'utilisez. Et c'est vraiment très facile à utiliser. Et c'est basé sur OpenStreetMap, comme on l'avait dit. Et vous pouvez également intégrer le résultat de votre carte dans un site Internet. Donc, vous faites une carte sur UMAP, par exemple. Vous avez la possibilité d'intégrer cette carte-là à votre site Internet. Et vous pouvez directement l'utiliser et partager la carte avec d'autres personnes quand vous réalisez une carte avec ce type d'outil-là. Et ensuite, en termes de limite, on va dire, vous avez moins de possibilités, on va dire, vous avez moins d'options pour personnaliser votre carte. Donc, en gros, vous allez utiliser les fonctionnalités de base qui vous sont proposées par la plateforme. Donc, vous n'avez pas davantage la main pour faire des choses très avancées. Vous ne pouvez pas personnaliser votre carte. Et aussi, en termes de gestion d'utilisateur, de gestion de droits d'utilisateur, vous avez moins de possibilités. Voilà, vous pouvez pas attribuer des droits en fonction de tel type d'utilisateur, comme on aurait pu le faire avec d'autres outils. Voilà. Et ensuite, vous avez USHID, comme je l'ai dit, qui permet de recueillir des informations par formulaire. Donc, vous avez la possibilité de faire des collectes de données par SMS, par mobile. Donc, les personnes peuvent entrer les informations directement sur la plateforme en utilisant leur téléphone. Donc, c'est un avantage. Donc, en fonction du contexte dans lequel vous vous situez, ça peut être très utile. Et après, vous pouvez faire aussi des analyses de données sur ce type d'outils-là. Donc, en fonction des réponses ou des informations entrées par les utilisateurs, vous pouvez être amené à faire des analyses facilement avec ces données-là. Et vous avez aussi la plateforme qui offre la possibilité d'utiliser plusieurs langues pour afficher les données, les informations, ainsi de suite. Mais l'un des points d'attention ou l'inconvénient ici, c'est un outil qui n'est pas gratuit, c'est payant. Et après, vous avez, en termes de personnalisation, c'est un outil qui est aussi limité. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est un outil qui peut vous permettre de faire des choses intéressantes, notamment si vous visez à faire une collecte de données par formulaire de type témoignage. Donc, ça peut être utile de l'explorer. Et en termes de coût également, vous devez penser à cet aspect-là. Voilà. Après, vous avez Google My Maps. Donc, comme je l'ai dit, c'est une plateforme en ligne de Google qui vous permet de créer des cartes facilement. Donc, vous pouvez vous baser sur le fond de carte de Google pour créer une carte. Donc, ajouter quelques points sur une carte. Et vous pouvez même faire des filtres des données en fonction des types de données que vous voulez afficher. Donc, imaginez que vous voulez faire une carte que des hôpitaux dans une zone ou dans un quartier. Donc, vous pouvez faire une requête pour afficher que les hôpitaux dans la zone sur laquelle vous êtes intéressé, donc dans votre zone d'intérêt. Donc, vous pouvez afficher rapidement ces quelques points sur votre carte en ligne et vous pouvez exporter facilement cette carte-là. Par contre, il y a des limites en termes de gestion de droits. Et aussi, vous pouvez pas faire d'import dynamique. Donc, vous pouvez pas connecter votre carte Google My Maps avec un autre serveur distant, tel de type API pour afficher des données. C'est vraiment les données qui sont dans la carte Google que vous êtes amené à afficher sur votre carte. Et enfin, on a Google Carto, qui est un outil de communication qui est assez efficace. Comme je l'avais dit, vous pouvez faire des choses vraiment très avancées en fonction de l'utilisation et de votre connaissance de l'outil. Vous pouvez personnaliser, vous avez plus la possibilité de personnaliser l'outil Google Carto, donc vous pouvez faire des cartes vraiment avancées. Vous pouvez décider d'afficher les différents éléments en fonction des différents champs attributaires et vous pouvez aussi faire, vous pouvez afficher les données par filtrage, donc qui est vraiment très intéressant.
Imaginez que vous faites une carte en ligne sur GoCarto et vous avez plusieurs types de points avec des attributs différents. Donc, vous pouvez décider d'afficher ces points-là en faisant des filtres. Vous pouvez les organiser par attribut et les utilisateurs de vos cartes peuvent afficher les points en fonction de ce qu'ils souhaitent voir sur la carte. Donc, en fonction des différents éléments, vous avez cette possibilité-là. Et aussi, un point d'attention à avoir en tête, c'est, comme je l'ai dit, en fonction de votre compétence ou de votre connaissance de l'outil, vous pouvez faire des choses très avancées. Donc, il est intéressant de penser autant de prise en main, donc le temps que vous devez passer à prendre en main cet outil-là. Donc, vu qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, ça vaut quand même le coup d'y consacrer du temps. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, de la complexité de votre carte, vous devez passer un peu plus de temps à découvrir l'outil, à apprendre à main les fonctionnalités qui sont avancées. Donc, vous allez voir dans les exemples qu'on va vous montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire. Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez faire des choses plus ou moins avancées. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Jean-Paul pour qu'il vous montre la plateforme GoCato, on peut ajouter des points sur GoCato et ensuite on verra quelques exemples de cas GoCato. Donc, ce que vous devez avoir en tête, ce webinaire, c'est pas une formation à l'utilisation de Google Kato, mais c'est plutôt pour vous montrer, c'est plutôt une découverte de Google Kato, les différentes possibilités de l'outil. Récemment, au sein de Kato NG, on a fait une formation sur Google Kato et je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui vous avez eu la chance de suivre. Mais voilà, on avait fait une formation pour les bénévoles de Gogo Kato. Donc ça, c'était vraiment une formation pour prendre en main l'outil Gogo Kato. Donc ici, c'est plutôt une découverte, voir les différentes fonctionnalités de l'outil. Je vais donc laisser la parole à Jean-Paul pour qu'il continue sur Gogo Kato. D'accord, merci Luc. Euh, bon, avant de commencer, quelques mots sur GoGoCarto. GoGoCarto a été créé en 2017 par quelqu'un qui s'appelle Sébastien Castro, qui appartient à l'association Colibri. Son besoin était de créer une carte interactive qui recense des acteurs, toutes sortes d'acteurs près de chez lui, mais l'intelligence de sa démarche, c'est que plutôt que de foncer tête baissée dans le développement d'une carte, il a commencé par développer un outil qui sert à développer des cartes. Et cet outil, donc, c'est GoCarto, qui est maintenant un outil open source, donc utilisable et à disposition de tout le monde. Donc, le premier site qu'il a créé, historiquement, c'est un site qui s'appelle Près de chez nous. On peut y jeter un coup d'œil. Si je le retrouve. Près de chez nous, c'est donc une carte qui ressemble à ça, une carte typique de GoCarto. Il y a énormément de points enregistrés, il y en a plus de 22 000 ou 25 000. C'est des points qui recensent des acteurs différents. Donc, la manière dont ça s'utilise, voilà. Je clique sur un des points et j'ai une fiche à droite descriptive qui s'affiche, qui précise un peu ce qu'il y a derrière le point sur lequel je viens de cliquer, le nom du magasin, l'adresse, les horaires, la description, etc. À gauche, vous avez un bandeau avec ce qu'on appelle des catégories. Catégorie, c'est le terme habituellement utilisé dans GoCarto pour désigner un peu des critères de sélection. C'est-à-dire, vous voyez, ce sont des rubriques. Là, j'ai des catégories alimentation, habitat, éducation. Si je clique sur alimentation, à l'intérieur, j'ai des sous-catégories, marché, épicerie, restauration. Et si je clique sur un point, je fais une sélection, je fais un filtre,
et j'affiche uniquement les acteurs qui sont des points de restauration. Voilà. Et alors, quand j'ai fait cette description-là, en fait, j'ai décrit n'importe quel Go Carto. Parce que toutes les cartes Go Carto ont exactement le même look, le même design. Si vous créez une carte Go Carto, vous serez amené à avoir pour résultat des catégories, un bandeau catégorie sur la gauche, qui vous permettront de faire du filtrage. Vous aurez un certain nombre d'icônes que vous aurez choisies pour représenter les points. Et lorsque vous aurez choisi, lorsque vous cliquerez sur un point, eh bien vous aurez l'affichage d'une fiche descriptive que dans GoCarto, on appelle la fiche détail. Voilà. Alors, comment va-t-on s'y prendre pour créer une carte GoCarto? En fait, donc, une carte GoCarto, elle représente, on va placer sur une carte GoCarto des points. Donc, à la base, il suffit d'avoir un classeur Excel, des données rangées un peu de la manière suivante. À minima, pour créer une carte GoCarto, il faut une liste de points caractérisés chacun par une latitude et une longitude. Il faut que chaque point soit rangé dans une catégorie. Il faut que chaque point appartienne à une ou plusieurs catégories. Là, ma colonne catégorie s'appelle type. Et vous voyez que les catégories, ce sont les établissements de santé ou divers. Il n'y a pas uniquement de santé, il y a une école, il y a des pharmacies, il y a un hôpital. Ça, ce sont mes catégories. Il faut que chaque point soit caractérisé, soit nommé. Il faut qu'il y ait un titre. C'est tout. Et là, vous avez le minimum requis pour créer une carte GoCarto. Et maintenant, je vais vous montrer que, en fait, une carte GoCarto va pouvoir se créer en quelques clics. J'ai commencé par créer sur GoCarto un projet qui s'appelle Webinaire GoCarto. Dans ce projet, je vais, pour l'instant, je vous l'affiche. Et en fait, euh, voilà ce qui s'affiche quand on part de rien. Ben, on n'a rien. C'est-à-dire, il n'y a aucun point représenté sur la carte. Dans mon bandeau de gauche, il n'y a aucune catégorie. Ce que je vais faire très rapidement, je vais aller dans la fonction qui me permet d'importer des données. Donc, je vais importer ici, je donne un nom à mon import, je vais importer le fichier que je viens de vous montrer. C'est un fichier qui est au format CSV, donc je le choisis ici, je le sauvegarde, j'ai un tout petit peu de paramétrage à faire, c'est-à-dire que là, il me retrouve la liste des variables que j'ai dans mon fichier CSV. Je vais lui préciser ici que ma colonne qui s'appelle type, en fait, ce sont des catégories. Voilà, catégorie. Voilà. Le quartier, c'est une variable que je vais continuer, qui s'appelle quartier dans mon fichier CSV. Je vais continuer à l'appeler quartier dans ma carte au carto. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'établir une correspondance entre le nom de mes champs, le nom des variables dans mon classeur Excel et le nom des champs qui vont être attribués dans la carte au carto. Je vais faire à peu près le même type de correspondance à propos des catégories. Voilà, c'est-à-dire que ce qui s'appelle école dans mon classeur, ça va aussi s'appeler école dans GoCarto. Hôpital, ça va s'appeler hôpital. Pharmacie, pharmacie. Et là, j'ai terminé mon paramétrage et je peux faire importer les données. Voilà. Vous voyez ici qu'il m'a apporté mes 9 points. Alors, si je regarde le résultat, là, en quelques clics, je crois que je suis en quelques clics, voilà, j'ai une carte ici.
J'ai une carte, ce sont des points qui sont à Cotonou. Quand je clique ici, derrière la pharmacie féminine, j'ai ma fiche détail qui s'affiche. Et sur la partie gauche, vous voyez que se sont créées mes catégories. Si je veux afficher uniquement les écoles, voilà, j'ai sélectionné école et j'ai simplement 4 points qui s'affichent. Si je clique sur hôpital, bah, j'ai qu'un point. Et si je clique sur pharmacie, j'ai également qu'un point. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette carte? Eh ben, vous voyez que cette carte, elle est moche. Parce qu'en fait, elle a été réalisée simplement avec les valeurs par défaut de Google Carto. En quelques clics, j'ai pu avoir ce résultat-là. Mais naturellement, à partir de là, il faut la retravailler. Tous les points sont désignés par un marqueur rouge. Euh, donc, c'est à partir du moment où on est passé par cette étape d'import que ensuite, eh ben, on va travailler la carte et on va en faire quelque chose de joli, de présentable et d'utilisable. Alors là, vous êtes sur ce qu'on appelle la façade de l'interface d'administration. C'est le tableau de bord qui va nous permettre de paramétrer complètement notre carte. Donc, on retrouve quelques informations là. Euh, on sait qu'il y a 9 points qui sont visibles sur la carte. Il y a un seul utilisateur, bah, c'est moi, et puis quelques autres informations. Mais tout le plus intéressant, c'est là. C'est-à-dire que c'est dans tous ces menus, et il y a énormément de choses, qui vont permettre de paramétrer, de faire de cette carte quelque chose qui soit sympa à regarder et à utiliser. Alors, c'est une découverte, hein, mais on n'a absolument pas le temps de balayer tout ça. Mais simplement, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est là on va choisir les icônes, c'est là qu'on va choisir les couleurs, c'est là qu'on va paramétrer la carte d'accueil, le fond de carte, etc., etc. Dans toute cette phase de personnalisation. Alors, pour la découvrir, il y a quelque chose qui est vraiment très utile dans GoCarto, c'est les petites vidéos de. euh, alors, il n'y en a pas forcément à tous les points de vue. Par exemple, quand je suis dans le donné qui m'a permis de faire l'import, que je retrouve ici, vous voyez ici, vous avez accès à des petites vidéos qui sont des tutos et qui vont vous expliquer bah, comment importer les données, comment faire un import avancé, etc. Et un petit peu partout dans l'interface de, de GoCarto, il y a donc des petites vidéos tutos comme ça, etc. Donc, on pourra revenir ensuite. Euh, on ne peut pas trop rentrer dans le détail à ce niveau-là, hein. Vous comprenez, c'est une formation. Donc, mais retenez que dans ces personnalisations qu'on va vraiment pouvoir faire, donner un look sympa à la carte, dans ce menu-là, c'est ici qu'on va réaliser les imports de données. Dans la partie contenu, c'est ici qu'on va pouvoir faire de notre carte, pas seulement une carte, mais on le verra un petit peu plus loin, on peut faire avec GoCarto un vrai petit site web avec différentes pages d'accueil, différentes pages à propos, des choses de ce type-là. Et puis, ici aussi, il y a toute une partie qui est intéressante qui permet de gérer euh, toutes les sécurités, donner des droits, savoir qui va avoir le droit de rentrer des données, qui va les vérifier, etc. Il y a toute une partie qui permet de gérer les sécurités de manière assez intéressante. Voilà, donc maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'avancer en allant, en découvrant des cas concrets. Et on pourra revenir. Le cas concret, on va vous présenter trois cas qui ont été traités et qui ont été développés par CartoNG. Le premier cas, alors ces 3 cas, ils se distinguent non seulement par leur thématique, c'est sûr, mais également et surtout par la manière dont on gère et on traite les données derrière. Le premier cas, c'est un peu celui qu'on vient de traiter, c'est les données elles sont gérées par l'importation d'un fichier Excel.
ou CSV, un fichier Excel qui a été transformé et stocké en CSV. Le deuxième cas, c'est un cas où ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui, s'ils le souhaitent, peuvent être amenés à, s'ils le souhaitent, renseigner la carte. C'est une saisie qui va se faire à travers un formulaire où chacun, s'il a envie, peut créer son propre point sur la carte et le référencer. On va voir comment ça se passe. Et le troisième cas, qui sera présenté par David, c'est encore un cas de gestion de données encore différent, où là, ce qui va se passer, c'est que la carte, elle va être interfacée avec une base de données Kobo, ce qui fait qu'on n'aura pas de manipulation manuelle, on n'aura rien à importer, on n'aura pas de points à saisir. L'alimentation, la mise à jour de la carte se fera automatiquement quand la base de données Kobo sera mise à jour. Voilà. Donc, David, je vous expliquera ça tout à l'heure. Moi, je vais revenir sur les cas, les deux premiers cas. Là, on est sur une carte qui est qui, qui, qui cible sur le Mali. Ce qu'on a sur les yeux, ce sont des magasins dans lesquels il y a des stocks de riz. Et l'idée de l'application, c'est d'avoir eu un état des lieux à peu près, pas en temps réel, mais aussi fréquemment que possible, un état des lieux de l'état des stocks. C'est-à-dire que si je crée, je clique sur un point, ici, je vois que c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a, voilà, ça c'est un exemple, j'ai cliqué sur ce point-là, j'ai comme information le stock total de riz est décomposé en variétés paddy, blanc, étuvé, etc. D'accord. Et mes catégories, ici, ce sont les seuils de l'état des stocks, c'est-à-dire que si je clique sur le plus de 20 tonnes, voilà, j'ai cet affichage des magasins, on a plus de 20 tonnes, moins de 10, entre 10 tonnes, voilà, on en a beaucoup moins, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu? Comment c'est géré, ça, ce fichier-là? Il y a un responsable par magasin, effectivement, qui, chaque semaine, à peu près, je crois que c'est la fréquence, envoie, soit par mail, soit par Excel, un état des lieux de son propre magasin euh, à un responsable, à un administrateur. Ces administrateurs saisissent ces nouvelles informations dans un fichier Excel, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure, et puis ils réalisent un import. Et vous avez ici, par exemple, la mise à jour, la date de la dernière mise à jour. Donc, on sait que les données pour ce magasin-là ont été mises à jour pour la dernière fois le 15 janvier. Donc, ça fonctionne comme ça. Alors, ça fonctionne de manière un petit peu manuelle parce que c'est lié au contexte du Mali où il y a des connexions Internet qui ne sont pas forcément toujours très fiables, etc. Donc, les utilisateurs de l'application, ils ont choisi ce mode de fonctionnement-là. Ils ont choisi de dire chaque semaine, eh bien, on importe un fichier Excel et voilà ce que ça donne et ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Ça, c'était pour le premier exemple. Le deuxième exemple, il a été fait pour une association qui s'appelle le Forim. Alors, le Forim, c'est une association qui fédère ou qui rassemble un certain nombre d'associations des diasporas issues d'immigration. Et ces diasporas, je vais vous montrer la carte totale. Voilà, il y en a ici, il y en a un petit peu.
Il y en a aussi dans un certain nombre de pays d'Afrique, etc. Et ces diasporas, je vais rezoomer sur ma carte. J'ai un petit problème de manipulation, hein. C'est mieux de la rafficher. Voilà. Ces diasporas, elles ont souhaité se renseigner, en fait. J'ai cliqué là sur l'association ISRUA France-Maroc. Vous voyez que c'est affiché la fiche détail avec un descriptif, euh, euh, la description de leurs actions qui sont menées, sensibilisation, distribution colis, etc., leurs partenaires, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette application-là, c'est chaque diaspora qui choisit de se renseigner de la manière dont elle a envie de se renseigner. Et ça se passe, c'est le deuxième mode de saisie, ça se passe à travers la saisie d'un formulaire. C'est-à-dire que si moi j'étais animateur d'une diaspora, je pourrais aller ici et puis remplir un formulaire de ce type-là. J'indique le nom de mon association, je donne une description, je réponds à un certain nombre de questions et surtout, j'ai un petit outil là qui me permet d'indiquer où je suis, où mon association est localisée en la déplaçant. Ici, j'ai choisi, j'avais tapé, j'avais préparé un petit peu, je tape par exemple Cotonou. Si la carte va se positionner au centre de Cotonou et à moi ensuite de déplacer mon point pour aller très précisément localiser mon association à l'endroit, à son adresse exacte. Voilà. Donc, dans la carte, euh, effectivement, toutes les cartes, je suis obligé de réduire à chaque fois mon écran parce que je suis, je suis gêné par l'outil de contrôle de Zoom. Voilà. Voilà, en gros, donc, ce qu'il faut retenir de cette carte-là, c'est que c'est un petit peu une carte comme celle de près de chez nous qu'on a vu tout à l'heure, où la main est donnée aux gens qui veulent créer leur propre point à travers la saisie d'un formulaire. Voilà. Avec, et alors peut-être une précision, euh, la fiche détail ici que vous avez sous les yeux, elle est complètement paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut faire des belles présentations, on peut là-dedans y faire apparaître des photos, on verra un exemple, on peut jouer sur les couleurs, sur les styles, enfin, etc., etc. Voilà. Mais encore une fois, vous voyez que les deux cartes que je viens de vous montrer, eh bien, elles, elles se, elles se, elles se ressemblent étrangement. Vous voyez que systématiquement, dans toute carte Google Carto, il y a des catégories sur la gauche sur lesquelles on peut faire des tris et des sélections, des requêtes. Hein, ici, par exemple, je suis en train de vouloir l'affichage uniquement des domaines d'intervention communication et puis, par exemple, les bénéficiaires femmes. Voilà. Vous voyez, il n'y en a qu'un qui s'affiche ici. Hein, c'est le collectif des associations gardiennes de France. Voilà. Donc, moi, voilà ce que je voulais vous dire pour les deux premiers cas. Maintenant, je vais passer la parole à David, qui va, j'arrête mon partage, et qui va enchaîner et qui va vous présenter sa carte, un troisième cas d'utilisation avec une API. Donc, ce qu'on appelle une API, c'est un petit outil qui permet de connecter la base de données Kobo à la carte. Ok, merci Jean-Paul. Donc bon, je me présente, donc moi je m'appelle David Hodgkinson et CartoNG m'a proposé de faire cette intervention dans la mesure où j'ai bénéficié de leur appui pour développer cette carte sur GoGoCarto.
Donc, mon objectif, c'est de vous présenter le projet pour lequel on a fait la carte. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu le type de collecte de données qu'on a fait, qui a démarré avec Kobo, et comment on est arrivé sur GoGoCarto et l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Donc, après, on aura un temps de questions-réponses, puisque mon rôle un peu, c'est d'amener un peu un témoignage de terrain et de mise en pratique, on va dire, de l'outil. Donc, voilà, je suis disponible après pour les questions. Alors, je commence mon partage d'écran. OK. Alors, bon, du coup, comme j'ai un peu plus de temps que prévu, je suis allé chercher deux, trois slides, une présentation du projet. Donc, c'est un projet qui a lieu en Haïti, où Interred intervient depuis les années 80 environ. C'est un projet sur le secteur de l'assainissement et, et un projet un peu particulier dans la mesure où, en fait, on avait eu tendance à faire des projets très ciblés au niveau des zones géographiques, c'est-à-dire qu'on choisissait un périmètre bien concret, souvent dans des zones très isolées, en montagne. Et puis, notre objectif, c'était de passer d'un taux d'assainissement très bas, qui est en général de 5%, voire moins, à atteindre un taux d'assainissement de 70, voire 80% selon les localités. C'est vraiment un enjeu majeur en Haïti. Il y a un taux de défécation à l'air libre qui reste très important. Il y a encore 18% des familles qui aujourd'hui n'ont pas accès à une latrine, qui donc, pratiquent la défécation à l'air libre. Le pourcentage est encore plus élevé en zone rurale isolée. On est à 30% environ de la population en zone rurale qui n'a pas accès à une latrine. Et donc, ça représente vraiment une sorte de réservoir de population avec un type de besoin très, très particulier, très spécifique. Et donc, les projets assainissement d'Interred essayent de proposer des solutions qui soient le plus accessibles possible à ces populations. Donc, ceci nous a amené à travailler sur des types de dalles de latrines. Je vais vous en montrer une photo. Voilà. Donc ça c'est une photo de dalle qui est réalisée dans le cadre de nos projets et qui a été, on va dire, expérimentée dans plusieurs pays, mais qu'on a adapté à Haïti. Donc, qui présente plusieurs avantages, en particulier le fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de ciment, un demi-sac suffit. Techniquement, c'est assez simple à faire. Et donc, c'est une solution assez économique, assez rapide à mettre en place pour répondre à un besoin très concret et pour qu'une famille, en fait, puisse construire sa latrine, pourvu que la démarche soit bien comprise et donc qu'il y ait une bonne animation en amont du projet latrine. En général, c'est assez facile à mettre en place. Donc, on a avancé sur des logiques de couverture de territoire, on va dire. Et à un moment donné, on s'est rendu compte aussi que dans des zones moins isolées, il y avait aussi des besoins et que les maçons, les artisans maçons n'avaient pas vraiment en fait la technique pour faire ce type de dalle. Et donc, pourtant, c'est une dalle qui répond vraiment à un créneau de besoins très particulier parce que en fait, aujourd'hui, par rapport au paysage de l'assainissement en milieu rural, il y a une grande partie de la population qui utilise l'option numéro un, qui serait la défécation à l'air libre. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à l'importance de l'assainissement et qui, du coup, utilisent les moyens du bord pour faire leur latrine, ce qu'on appelle ici l'option 2. Mais dans la représentation des gens, c'est très difficile d'aller sur une latrine durable parce que le modèle qu'ils ont en tête, c'est souvent un modèle qui a été implanté par des ONG ou bien par des personnes
qui ont plus de moyens, à savoir l'option numéro 3, où on voit une belle latrine avec des blocs et qui, en fait, est hors d'atteinte des moyens économiques des familles que nous, on cible. Donc, ce qu'on voulait faire à travers ce projet, qui a démarré il y a 3 4 ans et qui est assez innovant pour nous, c'est d'introduire une démarche de diffusion de techniques de construction auprès de maçons pour remplir cet espace vide, en fait, ce gap entre la, la solution avec les moyens du bord et puis la solution très onéreuse qui est présentée souvent par les projets d'ONG. Donc, on est allé sur un type de projet qui travaille sur la diffusion de la technique, mais aussi sur la commercialisation. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'animateurs qui a la mission de rechercher des clients euh, pour les convaincre de contacter des maçons que nous, on a formés pour que ces clients achètent cette dalle de latrine, cette dalle bombée, cette dalle ronde, et pour qu'ils réalisent leur propre projet. Donc, à la différence des autres projets que l'on faisait jusqu'à présent, où on appuyait en partie la réalisation de la latrine, dans ce cas de figure, dans ce projet d'assainissement, on ne finance pas du tout la construction de la dalle. L'hypothèse de travail étant que on veut faire en sorte que une fois que le projet sera fini, il y ait en fait un ensemble de maçons, d'artisans qui savent construire cette dalle et une population qui sait qui contacter pour construire cette dalle. Donc, il y a un secteur privé de l'assainissement accessible à des familles qui n'ont pas énormément de moyens et qui donc peut se développer sans avoir besoin d'ONG qui soient derrière pour financer ou subventionner ce type de projet. C'est ça notre idée et c'est favorisé par un contexte institutionnel qui favorise ça dans la mesure où l'institution gouvernementale qui gère l'assainissement en Haïti a décidé depuis quelques années d'interdire les subventions à l'assainissement pour responsabiliser les familles et éviter, enfin, de perpétuer le climat, on va dire, d'attentisme ou même d'assistanat qui suit souvent les projets d'assainissement d'ONG. Donc, l'environnement institutionnel était favorable, le fait qu'il y ait presque plus d'ONG qui font des subventions et permet aussi de laisser plus de place pour des petits artisans de construire, enfin, de vendre leurs dalles de latrine, sauf que la technique n'est pas présente. Et donc, c'est notre rôle à nous, et c'est là où on s'est inséré, nous, de diffuser ces techniques. Euh, et du coup, ça nous a aussi amené à un type de projet assez différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, par exemple, géographiquement, euh, il- on n'avait plus de périmètre bien défini, donc on devait faire un suivi géographique de l'évolution du projet. Donc, ça nous amènera sur la question de Gogo Carto. On avait aussi la particularité que on avait des commerciaux, donc nos animateurs sont devenus un peu des commerciaux qui recherchent des clients et pour stimuler leur motivation, ils ont droit à des primes pour chaque dalle qui est vendue ou pour chaque client qui achète une dalle. Donc, ça présuppose aussi des besoins de contrôle particuliers parce que il faut qu'on s'assure qu'effectivement ces dalles sont effectivement vendues. Et donc, c'est on va dire une particularité de ce projet. Et il y a donc un besoin de contrôle spécifique. Et par rapport à la nouveauté de la démarche, il nous fallait aussi avoir un outil de pilotage pour comprendre comment le projet évoluait. Est-ce que ça marchait ou ça marchait pas? Est-ce qu'on perdait notre temps ou pas? Et donc, la collecte de données était particulièrement importante par rapport à cette nouveauté pour nous en termes de démarche. Et nouveauté aussi en Haïti, en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de projet enfin, il y a eu des tentatives en Haïti de
de proposer des projets on va dire pour stimuler le secteur privé de l'assainissement, mais qui n'ont pas été vraiment couronnés de succès jusqu'à présent. Donc pour nous, c'était un challenge et donc on avait vraiment besoin d'outils de pilotage pour nous guider. Donc c'est là où on a testé donc l'outil de Kobo. Kobo qui est donc, je pense que vous avez eu un aperçu au niveau des autres webinaires, il me semble. Donc, Kobo, donc une application qui nous permet d'avoir un, euh, un recueil de données qui est directement lié à une base de données sur le web, donc qui est en ligne. Donc, nos démarcheurs, nos commerciaux ont chacun sur leur tablette, enfin chacun a une tablette pour commencer, et qui est en ligne, et qui a cette application Kobo avec un formulaire. Et à chaque fois qu'il y a une dalle qui est vendue, il y a un formulaire Kobo qui est rempli. Et dès lors qu'ils ont accès à Internet, ils vont pouvoir actualiser la base de données en ligne et envoyer toutes ces données collectées sur cette base, qui est du coup accessible à tous les responsables du projet, y compris moi-même, à distance. Donc, comme vous voyez, voilà, là, je vous mets un aperçu de cette base en direct que je peux consulter au besoin. Donc, il y a un questionnaire par dalle vendue. Il y a également une photo qui est prise. Euh, là, je peux aller sur les quelques photos. Donc, pour chaque dalle, donc une photo. Et donc, ça nous permet également de vérifier l'existence de la dalle vendue. Donc, ça répond à ce besoin de contrôle dont je parlais. Et il y a également un point GPS pour chaque questionnaire et une date. Donc, la date, elle est également inscrite sur la dalle par le maçon, l'artisan qui va construire la dalle. Donc, ça permet de croiser de l'information et d'avoir un véritable outil de vérification et donc d'être plus à l'aise en termes de contrôle et d'être plus à l'aise même par rapport au volume des dalles qui peut être vendu. On peut être rassuré parce que s'il y a un pic de vente, par exemple, c'est facile de faire une vérification. C'est assez rapide à faire et on n'a pas de stress, on va dire, en termes de vérification, sachant que c'est lié à des primes qui sont payées aux commerciaux. Il y a un enjeu financier et qu'il y a donc forcément des tentations possibles de fraude. Et donc, à ce niveau-là, c'est un outil de contrôle qui est assez simple et qui nous permet d'être assez à l'aise et d'avoir une bonne relation, on va dire, en termes de contrôle. Euh, et donc, le point GPS dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est également un point de contrôle. Et Kobo offre une possibilité de cartographie, il y a une carte qui est disponible sur, sur la base de données. Donc, il y a une interface aussi cartographique, mais qui peut poser quelques limites. Et c'est pour ça qu'on est allé sur Google Carto. Alors, je vous la présente quand même en gros. Donc, ça permet d'avoir des informations sur les densités de construction. Il y a une option, enfin, il y a deux options en termes de présentation. Il y a une option en point et une option en couche, enfin, comment on dit, en couche de chaleur, ou je ne sais pas comment dire, mais bon, ça donne une approche un peu plus qualitative en termes de densité de construction, ou bien en termes de points, c'est aussi intéressant avec l'interface, enfin, le lien qui est aussi celui de GoCarto, où on peut aller vérifier sur un point ou sur l'autre point la fiche de la dalle avec le commercial qui a vendu, et la photo de la dalle et puis quelques informations sur sur la dalle elle-même. Donc, donc
la limite de cette carte, en fait, c'est que on n'a pas de filtre possible pour affiner les analyses. Et d'autre part, en fait, en termes de communication, ce n'est pas idéal dans la mesure où on ne peut pas donner accès à à la base de données à n'importe qui, puisque ce sont des données brutes, ce sont des données confidentielles, et on ne veut pas que un lien circule pour que, pour que n'importe qui rentre là-dedans. Donc ça c'est vrai que c'est pour ça qu'on est allé sur Google Carto. Et, et donc, c'est l'appui que CartoNG nous a apporté qui a été précieux, qui a permis de relier cette base Kobo à Google Carto. Du coup, ça crée un filtre en termes de confidentialité des données, c'est quand même beaucoup plus intéressant puisque quelqu'un qui a le lien à Google Carto n'a pas le lien à Kobo. Donc, il y a une vitrine qui est actualisée en temps presque réel. Enfin, il y a on va dire un rythme d'actualisation programmé. Je me souviens plus, c'est une fois par semaine, et qui est assez fréquent et qui permet d'avoir une actualisation de cette carte quasiment en temps réel. Et, donc, du coup, en termes de partage de l'information, c'est beaucoup plus intéressant. On est plus à l'aise avec Google Carto qu'avec Kobo. Donc, également au niveau de l'analyse, comme Jean-Paul vous l'a montré, il y a aussi un ensemble de filtres qui sont disponibles. Et en l'occurrence, les filtres sont par exemple par animateur. Par exemple, je vais filtrer l'animateur vital. Euh, donc, il suffit que je clique dessus. Et donc, l'animateur vital euh, va, ça va nous montrer qu'il est un très bon vendeur, un excellent vendeur, puisque depuis le début du projet, il a couvert pas mal de zones. Et inversement, quand on peut, à titre d'exemple d'analyse, si je vais vers l'animateur Fenel, il n'a pas été très productif. Et d'ailleurs, il a arrêté de travailler avec nous et c'est Edeline qui l'a remplacé. Et Edeline, par contre, a été beaucoup plus dynamique en termes de vente. Donc, déjà, en termes d'analyse, ça permet d'avoir une approche par animateur et ça permet d'avoir des échanges avec le responsable du projet. Et en termes de répartition géographique, d'avancement, alors, oui, je vais faire aussi un filtre par artisan. Donc, je remets tout le monde et je vais voir le filtre artisan, donc nom du boss. Les boss en créole haïtien, c'est les artisans ou les maçons. Et donc, je vois qu'il y a, par exemple, boss Doodlands qui a fait énormément de latrines. Boss Dawinski également, il en a fait pas mal. Donc, je regarde sur Boss Dawinski qui travaille surtout à l'est de Hinche, et donc qui va travailler sans doute avec l'animatrice qui travaille là-bas. Voilà, donc ça me permet de voir en termes d'offres techniques des services, quelles sont les zones qui sont actuellement touchées. Et donc, par exemple, de me dire, bon, si c'est uniquement ce boss-là qui travaille dans cette zone, on aurait peut-être intérêt à former d'autres boss par ici pour que ce soit pas le seul, enfin, qu'il n'y ait pas un monopole d'offres en termes de latrines à ce niveau-là. Donc, ça permet de prendre des décisions en termes de stratégie. Donc, ça répond également aux besoins de pilotage dont j'ai parlé. Et c'est sans doute ce qu'il faut toujours garder en tête lorsqu'on gère des données et qu'on collecte des données, qu'on se- qu'on fait une carte. Je pense qu'il faut toujours garder en tête quelle est l'utilité qu'on va en faire, quel est le type de décision que ça va nous permettre de prendre. Et donc, en l'occurrence, ça nous a permis d'aller assez vite en fait en termes de prise de décision. Et voilà. Ensuite, donc en termes de pilotage, ça reste un outil très pratique. Ça nous permet de vérifier l'extension géographique progressive
de, du projet, année après année. Et du coup, même en termes de financement, c'était pour nous plus simple de valider, de débloquer, d'augmenter le budget, parce que ça nous permettait de constater qu'effectivement, effectivement, le projet fonctionnait. Et donc, c'est assez visuel, c'est assez simple à observer. Également, en termes de communication, donc, on a plusieurs partenaires avec lesquels c'est intéressant de partager cette carte. Pour commencer, l'institution gouvernementale de l'assainissement qui en Haïti s'appelle la DINEPA. Et ça permet de mettre en valeur le fait qu'il est possible de de promouvoir le secteur privé en Haïti, même en temps de crise, même malgré l'inflation, la hausse des prix, malgré les grèves générales qu'il y a régulièrement, etc., etc. Je pense que c'est assez intéressant d'observer. Il y a, comment, il y a, il y a une dynamique qui est mise en évidence par la carte. Donc, on peut, bon, malheureusement, il n'y a pas d'option pour voir la chronologie de la carte, mais il y a 2 ans, on était uniquement autour de Hinche. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a 3 axes de développement. Il y a un axe vers le sud, vers tout le monde, un axe vers l'est, vers Thomassic, et un axe qui vient de commencer à se développer vers le nord, vers Carvajal, vers ici. Et on commence à avoir des demandes plus au nord pour développer le projet. Donc ça met en valeur vraiment la dynamique du projet, le fait il y a de la demande qui est importante, le fait que c'est possible euh, de, de promouvoir le secteur rural, enfin le secteur privé au niveau de l'assainissement rural. Et pardon? Pardon, Luc, excuse-moi de t'interrompre, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si on veut laisser la place à un certain nombre de questions, il faudrait que Oui, tu... pardon, c'est vrai. Et donc, oui, donc pour finir, je dirais que euh, donc les fonctions, on va dire, de pilotage et même d'évaluation et de contrôle, elles ont été, elles sont, elles sont, elles sont opérationnelles, on va dire. Et puis, ça nous a appris aussi en fait, le projet qui était censé être un projet pour des zones rurales, on a progressivement compris avec la cartographie que c'est pas si évident que ça, puisque il y a des concentrations en périurbain, en fait, auxquelles on ne s'attendait pas et qui montrent que c'est un projet qui pourrait avoir des évolutions aussi en zone urbaine. Et voilà, donc ça, c'est comme un exemple de leçon qu'on pourrait tirer de l'analyse cartographique. Et, et une limite, toutefois aussi, qu'il faudrait souligner, c'est peut-être le fait que au niveau de l'équipe terrain, ce n'est pas une équipe qui est habituée à gérer des cartes. Et en termes en fait, l'école haïtienne, en termes de contenu, ne, n'est pas très, ne développe pas beaucoup en fait la cartographie ou même la géographie. Et clairement, ça fait pas partie des outils avec lesquels l'équipe est habituée ou bien se sent à l'aise. Donc c'est bon. Donc du coup, on l'utilise quand même pour produire des questions, pour faire des analyses et les proposer à notre équipe sur le terrain. Et ça suscite pas mal de débats et du coup, ça reste intéressant. Mais c'est vrai que j'espérais que mon responsable utilise un peu plus la carte pour ses analyses, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc je le fais avec lui. Mais je sens qu'il faut un accompagnement par rapport à ça, parce que la cartographie n'est pas une évidence pour tout le monde, en fait. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là Mhm. et je reste disponible là tout de suite pour les questions si besoin. Merci pour ta belle présentation, David. Et on a pu voir
un autre cas concret d'utilisation de Lokato. Donc, je vous propose de, de passer à la réponse aux différentes questions avant la présentation de Clara. Jean-Paul, il y a quelques questions dans le chat, les gens demandent comment on fait, en fait, comment exporter les données de la carte et comment faire un import, en fait, via l'API. Est-ce que tu veux peut-être juste montrer, partager ton écran et juste montrer l'option et pas forcément Voilà, réaliser parce que là, on n'a plus peut-être assez de temps, mais montrer, en fait, sur la plateforme comment on pourrait faire ça. d'accord, d'accord. Donc, je suis dans l'administration, là, et vous avez ici différentes manières d'importer des données. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'import d'un CSV. Il y a une autre option, là, qui est import dynamique, qui est en fait l'endroit où on va paramétrer euh, une API. Alors, ça se passe tout simplement, ça se passe presque de la même manière que l'import d'un CSV, c'est-à-dire qu'on met un nom de source, un port par exemple, peu importe, et ici, dans le type de la source, on a simplement l'option ici à choisir qui est API JSON. Et là, ce qu'on va taper ici, c'est une adresse URL, une adresse Internet, qui est tout simplement un lien qui est communiqué en général par l'application. Donc, pour l'API Kobo, on a une syntaxe, on a un lien particulier. On tape l'adresse URL ici, tout simplement. Et ce qui est intéressant après, c'est que à cet endroit-là, on peut taper une fréquence de mise à jour. Tout à l'heure, David disait que la fréquence de mise à jour de sa carte pour lui devait être d'une semaine, je crois. Si je tape 2 ici, euh, ma carte, elle sera alimentée, elle sera mise à jour tous les 2 jours. Voilà, et puis c'est tout. Et sinon, ça se fait c'est exactement comme importer un CSV, si ce n'est que on va choisir l'option import dynamique et on va indiquer une adresse URL, l'adresse de l'API. Ok, merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont liées notamment quelqu'un avait demandé aussi l'export de données, comment exporter les éléments de la carte. Comment l'exploiter? En fait, on peut faire, comme disait David, on peut faire une exploitation directement en ligne en jouant sur les différents filtres, par exemple. Voilà. Excuse-moi, non, je parlais d'exporter les éléments de la carte. Ah oui, Un fichier. bah, je peux continuer si j'ai toujours Ce qu'il est possible de faire, c'est que ici, je suis dans une option où on a accès aux éléments un par un, d'accord? Et dessous, là, il y a une fonction export où l'ensemble des données peut être exporté sous un format Excel ou CSV, etc. Donc, on peut récupérer tout son jeu de données en local sous un classeur Excel et puis ensuite faire le traitement qu'on souhaite faire. Ok. Il y a aussi une autre question quelqu'un demande si on peut afficher les éléments de la carte en fonction des dates différentes. En fonction des dates différentes. Euh, Ça, c'est peut-être. Oui, je pense que c'est la question de l'évolution dont on parlait tout à l'heure. Ouais, et ça c'est. Il faudrait. Euh, j'ai pas une réponse simple, immédiate là. Parce qu'en fait, il faudrait plus ou moins transformer les dates en catégories. Euh, euh, il faudrait créer une catégorie spécifique en disant la catégorie 1, par exemple, elle va de la telle date à telle date, la catégorie 2 va de telle date à telle date, etc. Et dans cette condition, oui, on pourrait faire un affichage par catégorie. Mais oui, à la limite, c'est ça. Peut-être par année. Je pourrais faire des catégories, une catégorie 2020, 2021, 2022, 2023, etc. Et ensuite, donc, ces années viendraient s'afficher sur le bandeau à gauche. Et à ce moment-là, ben, j'afficherai uniquement celles qui sont datées de 21, celles qui sont. Voilà. Donc, ouais,
c'est l'idée qui me vient pour l'instant. Il Mm. y aurait peut-être mieux à faire, mais pour l'instant, je n'ai pas mieux à vous proposer. Ouais, je suis d'accord aussi. Ça marcherait mieux comme ça, c'est de penser à l'organisation des données en amont et Ouais. les afficher après par catégorie. Bon, je pense, je vais remettre mon écran et s'il n'y a pas d'autres questions, j'essaie de regarder dans le chat Si, au même si, moment. Euh, si peut-être tout à l'heure, quelque chose qui est intéressant, j'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui était contributeur OSM. Et je voulais juste, si vous voyez toujours mon écran, on peut interfacer Google Carto avec OpenStreetMap à travers une API. Et je pense, je n'ai jamais testé personnellement, mais on doit pouvoir faire de la contribution OSM à partir de Google Carto. Je pense qu'on doit pouvoir saisir des données des Google Carto qui vont alimenter la base de données OSM. Voilà, c'est juste une précision. ok, merci pour cette précision. Ouais, quelqu'un a dit, en tout cas, un point d'attention sur la contribution à OpenStreetMap via Google Carto. Ça non plus, moi aussi, je n'ai pas encore essayé, mais par contre, j'avais déjà testé l'import de données via une requête OpenStreetMap. Je vais remettre mon... Ah, ok. Il y a quelqu'un qui souhaite contribuer, notamment Vincent. Il a participé au développement de... Vincent, vous pouvez parler si... Voilà. Je le fais vraiment en 1 minute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Juste pour vous dire que effectivement, on a participé au fait de développer la partie d'import des données depuis OpenStreetMap, donc avec Sébastien dont tu parlais tout à l'heure, effectivement. Et en particulier le fait de pouvoir interroger OpenStreetMap. On a pas mal travaillé sur le fait de pouvoir, depuis GoCarto, aller contribuer à OpenStreetMap, mais il y a encore beaucoup de choses qui aujourd'hui ne sont pas complètement fonctionnelles. Donc c'est pour ça que je faisais une petite attention. On travaille dessus avec ESS France depuis maintenant 3 ou 4 ans sur des projets où on a installé des instances spécifiques de GoCarto pour travailler dessus et développer plein de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées après au logiciel, puisque c'est aussi un logiciel libre. Donc voilà, c'était juste pour dire OpenStreetMap, il y a des possibilités. L'import marche très bien. L'usage est très agréable. Par contre, la contribution est encore un peu à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire. Mais il y a des choses possibles. Voilà. Déjà, effectivement, pour faire la mise à jour simple et légère de données dans OpenStreetMap directement et pas. Voilà. C'était tout. J'ai dit, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution, Vincent. Donc, je laisse la parole à Clara. Merci beaucoup, Luc. Oui, donc pour finir, moi, je voulais vous présenter assez rapidement ce qu'on propose à Carte ONG. Donc, il faut savoir que pour certaines structures de solidarité, en particulier les petites et moyennes structures, Carte ONG peut proposer un soutien gratuit qui est apporté en fait grâce à l'aide de nos volontaires. Donc, ce soutien, il peut prendre la forme d'une réalisation de cartes GoCarto. C'est typiquement ce qu'on avait fait pour Interred, donc la carte que David vous a présentée. Ça veut dire que là, nos volontaires vont créer la carte avec des premières données donc, que vous fourniriez, la paramétrer, etc. On a aussi d'autres volontaires qui, eux, peuvent plutôt faire des cartes statiques, donc des cartes qu'on peut imprimer. Je vous ai mis un petit exemple en bas à droite de l'écran d'une carte de plaidoyer qu'on avait fait. Ça peut aussi être des cartes plutôt d'outils d'aide à la décision. Donc il faut savoir que ça peut vous paraître un petit peu flou pour le moment, mais nous on propose un accompagnement même au stade d'idée. Donc si vous avez un peu une envie d'avoir un outil de cartographie pour vous aider dans vos opérations, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Donc je vous ai mis le mail en bas à droite de l'écran volontaire@cartong.org. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous, la première étape dans ce type de mission, c'est qu'on fait un appel de définition de vos besoins et aussi de la mission qui pourrait y répondre. Et donc après, on recrute des volontaires dont les compétences correspondent à vos besoins. Et tout ça, c'est encadré par Carte ONG. Donc, ah oui, il faut aussi savoir que si c'est une carte Google Carto, nos volontaires proposent aussi une petite prise en main à la fin de la mission pour que vous soyez autonome après dans sa mise à jour. Donc, ça peut être une bonne option pour beaucoup d'entre vous, je pense.
J'ai aussi bien noté dans le chat que vous étiez plusieurs à être intéressés par des formations Go Carto. Donc déjà, peut-être qu'une mission volontaire, ça peut être quelque chose qui vous correspond si jamais vous avez un besoin sur Go Carto, mais pas forcément un besoin qui demanderait de vous former vous-même. Pour des formations, nous, on en propose une fois par an pour nos bénévoles. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans un objectif que nos bénévoles après puissent utiliser ces compétences-là pour des missions à carte ONG. Donc c'est pas forcément ouvert à nos partenaires, mais en tout cas on a bien vu que c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup. Donc nous on peut aussi en discuter en interne et voir si c'est quelque chose qu'on pourrait proposer. Donc voilà, c'est la même idée. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire que vous seriez intéressé par ce type de formation à l'adresse volontaire@cartong.org et on reviendra vers vous après avec les informations là-dessus. Voilà, Merci beaucoup pour ton intervention, Clara. merci. Et tu, Jean-Paul, si toi tu fais le partage, sinon on peut Euh, rester sur cet écran si c'est toi qui as ouais, partagé. d'accord. Ok. Donc là, je vais vous présenter vite fait quelques ressources qui sont à votre disposition en fait pour continuer à apprendre en main vos cartos et en savoir davantage sur les outils de cartographie en ligne. Donc vous avez en fait sur le portail IM ressources de Carto NG. Vous avez cette étude-là qui a été faite et qui est disponible sur le site. Donc, c'est une analyse comparative des différentes solutions de cartographie interactive. Donc, à l'intérieur de ce document-là, vous pouvez en apprendre davantage sur les différents outils que j'ai présentés, que ce soit UMAP, Google My Maps ou Google Carto. Et ensuite, vous avez également sur le site, la prochaine slide, ouais, vous avez en fait sur le site Google Carto le tutoriel pour prendre en main l'outil Google Carto. Donc, vous allez découvrir davantage sur l'outil, les différentes fonctionnalités, les différents types d'imports. Voilà, donc c'est la documentation officielle de Google Carto. Et donc, c'est à peu près tout. Et je vais laisser la parole à... Ah non, je continue. Je continue. Je finis d'abord avant que Mev ne continue. Tu peux continuer, s'il te plaît. Donc, quelques points essentiels à retenir. Donc, on a dit en fait que on a vu que Google Carto c'était un outil de cartographie en ligne qui nous permet de faire des cartes plus ou moins avancées en fonction de notre connaissance de l'outil. Donc, à travers les différents exemples qu'on a vus ensemble, on a vu qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. Et aussi, on a pu voir qu'il y a d'autres types d'outils et on en a vu qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas forcément gratuites ou peut-être adaptées en fonction de la carte qu'on souhaitait faire. Donc, le choix de l'outil dépend non seulement de nos objectifs, mais aussi de la compétence technique de la personne qui met la carte en place. Donc, comme je l'avais dit aussi, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire donc en fonction de votre compétence avec Google Carto. Donc, c'est un outil à explorer. Je laisse la parole à Mev pour conclure. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez vu aussi que Vincent a partagé dans le chat une formation officielle qu'il y a autour de GoCarto en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez envisager là-dessus. Donc, en effet, tous les webinaires et les supports associés sont disponibles sur la chaîne YouTube de CartoNG. Et on espère aussi travailler un peu avec certains bénévoles sur un peu plus de documentation autour de GoCarto, qui est un outil vraiment chouette et apprécié par à la fois les partenaires qui en bénéficient et plus largement les ONG. Donc, on est sur le dernier webinaire, donc on est vraiment sur un cycle qui se termine. Mais on espère, comme je le disais tout à l'heure, rembarquer sur des nouveaux cycles qui pourraient être sur différents sujets dans les 3 ans à venir. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email, d'ailleurs, enfin, ça peut être d'ailleurs par l'adresse pour les volontaires ou sinon l'adresse du projet qui met à disposition tous ces supports. Je vais le mettre dans le chat. Et voilà, la remarque de Vincent sur l'appel à dons. Oui, n'hésitez pas aussi, si vous avez les moyens, à contribuer financièrement au projet GoGoCarto dont tout le monde bénéficie. Mais donc, je remets l'adresse renforcement@cartong.org.
Si vous avez des suggestions de webinaires, vu que là, on est vraiment dans la période de redémarrage d'une nouvelle phase du projet et on envisage des petits cycles peut-être un peu plus courts dans les années à venir, de 3-4 sessions pour aborder d'autres sujets. Ça peut être sur la protection des données, sur les approches participatives, enfin, certaines choses qu'on a vues là pendant le cycle, mais de manière un peu plus poussée. Et on va vraiment prendre un peu le pouls des besoins des ONG avant de décider les contenus. Donc, il y a une liste de diffusion associée au projet que vous pouvez rejoindre si vous souhaitez être informé des suites. Donc, n'hésitez pas, pareil, à envoyer un email à l'adresse que j'ai partagée si vous voulez être ajouté à la liste de diffusion. Et donc, merci à tous. Merci à tous nos intervenants. On est ravis de terminer ce cycle par une intervention entre staff et bénévoles. Donc, merci à Luc et à Jean-Paul. Merci également à David pour son témoignage et à Clara qui a partagé un petit peu l'aspect bénévole associé. Voilà, à bientôt pour d'autres événements ou par email. Et au plaisir, j'espère que vous aurez tous la possibilité d'implémenter certaines choses que vous avez apprises pendant ces webinaires. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.